Claude Bélich, bonjour. Bonjour On a plaisir à vous accueillir pour Mokrane Djinn Boiteux, qui est le premier tome d'une trilogie que vous commencez à publier. Alors, il s'agit, soyons clairs, de votre histoire. C'est romancé, c'est un roman. Il y a pas mal d'allusions à la fois philosophiques, historiques, de l'humour, mais ce premier tome, enfin, franchement, c'est quand même dur. Pourquoi? Parce que c'est votre prime jeunesse et il se passe des choses terrifiantes au niveau de votre santé. On a peine à comprendre ce qui se passe. En fait, vous allez être soigné, hein, pour la faire courte, comme on dit un peu trivialement. Vous allez être soigné par des rebouteux et non pas toujours par des médecins, parfois par des médecins, mais souvent par des rebouteux. Et vous allez être marqué à vie. Effectivement, ce qui m'est arrivé. J'ai été soigné la première fois par un médecin, par un spécialiste des os qui m'a mis un plâtre convenable. Et un jour, j'avais trop chaud. Mon père, il a pris une parcisiou, il a coupé le plâtre. Il m'a mis entre les mains des rebouteux. Alors, les rebouteux, alors il y en a un en particulier au niveau de votre hanche. Ça paraît incroyable. Je préfère prévenir les âmes sensibles. Oui. Il a une faucille, il la chauffe à blanc. Et il vous plante ça dans la hanche. Dans la hanche, il dit à tout le monde, le chétan, le diable, est caché là-dedans, il faut qu'il sorte. Bon, alors ça déjà, c'est pas terrible. Et d'ailleurs, vous allez en revoir un deuxième après qui va se précipiter la tête en avant contre vous. Ça paraît incroyable. C'est en Kabylie, c'est pour faire plier mon genou, mais en fin de compte, c'était mon bassin qui remontait. Voilà. Et le fémur qui reculait en même temps. Des fois, je me suis retrouvé au bout de quelques séances avec une jambe plus courte de 10 cm. Ça paraît incroyable, 10 cm. Et là, c'est encore 50 cm. Je marchais comme un navire, je descendais à bâbord, je remontais à tribord, comme ça et tout. Je marchais comme ça. Alors, c'est pas terminé. On va aussi vous arracher une dent avec une pince rouillée. Évidemment, la septicémie menace. Là, j'ai un chic, effectivement, avec. Et donc, vous allez vous en sortir un peu miraculeusement. Et en plus, parce que vous allez finalement quand même être pris en charge par des médecins, mais c'est pas évident. Parce qu'il y a eu une solidarité kabyle de montagne à montagne. Et donc, on m'a transporté, c'est un transport rapide de taxi médical de Kabylie jusqu'à Constantine. Et c'est le docteur Narboni, à l'époque un chirurgien dentiste rue Caraman, c'est lui qui a rattrapé le mal qui a été commis en Kabylie. Alors précisons que vous allez être installé, vous expliquez ça dans le livre, sur une échelle, et puis les enfants vont venir se moquer de vous. Parce que finalement, le plus dur, est-ce que ce sont les blessures physiques ou finalement cette espèce de, on va dire, de fuite en vous voyant, on vous traite de djinn boiteux, c'est carrément l'horreur. C'est ce qui m'a fait le plus mal, c'est pas le mal physique parce qu'on supporte la torture. Physiquement, on peut supporter parce que par l'exemple de maman et ma grand-mère, on supporte. Mais ce qui m'a fait le plus mal, c'est la torture morale. Je me retrouvais allongé sur une échelle, moi qui voulais apprendre à aller à l'école, voir venir des gosses autour de moi, m'insulter, me maltraiter. Ça m'a fait mal. Alors, on va dire qu'il y a deux personnages très importants dans votre vie. Il y a votre père et il y a votre mère. Oui. Alors, votre père, quand même, vous dressez de lui un portrait qui n'est pas hyper flatteur, on va dire les choses comme ça. Parce que finalement, c'est lui qui vous entraîne chez les rebouteux. C'est lui qui découpe le plâtre. C'est lui qui dit que c'est comme ça, que c'est pas autrement. Et c'est lui qui, on va dire les choses franchement, puisque vous l'évoquez, qui bat votre mère. Parce qu'il a été véhiculé dans un milieu d'arabes. Je dis dans mon livre, je dis qu'à un moment donné, ma maman lui dit, tu es un Kabyle et tu fréquentes les Arabes. Et mon père lui dit, c'est aussi mes clients. Oui. Parce que mon père avait un transport en commun. Alors ce qui était très rare à l'époque. Voilà. Le transport en commun, je suis obligé de faire avec. Donc il les écoutait, parce qu'il était à Constantine, il n'était pas en Kabylie, donc il est obligé d'avoir des amis arabes. Donc il est considéré comme tout le monde. Mais mon père, je reproche ça, mais quand même, il ne faut pas oublier qu'il a été extrêmement généreux, un homme extrêmement généreux. Oui, alors d'ailleurs, votre mère dit qu'il l'est trop, parce que finalement, à bord de son autocar, elle explique qu'en fait, il prend trop de monde gratuitement. Effectivement, c'est ce qu'il fait. Et il dit, c'est mon affaire, c'est pas la tienne. Je fais ce que je veux. Voilà, alors c'est pas la sienne, sauf que c'est elle qui gère le ménage. C'est moi qui gère. Et donc, c'est pas obligatoirement facile. D'ailleurs, on appelait la banque Boraoui. Elle n'aimait pas du tout les banques, mais c'est elle qui gérait, cachait l'argent. Partout sur le matelas, dans l'armoire, cacher ça partout. Voilà, dès qu'il y avait un peu d'argent, elle le mettait de côté. De côté, oui. Bon, alors, faut préciser, vous allez enfin rentrer à l'école à l'âge de 10 ans. Il y a à peu près 10 ans, oui. Donc, vous avez énormément de retard sur vos camarades. Et votre vie, alors on ne va pas devancer ce qui va être expliqué dans les deux tomes suivants. Oui.
mettre en quelque sorte une séance permanente de rattrapage parce que vous allez très bien réussir votre vie, vous allez véritablement vous intégrer dans la société, vous allez progresser, gagner des échelons au niveau de l'administration. Et on peut dire que votre vie, de ce point de vue-là et d'un point de vue étymologique, elle est exemplaire. Bon, maintenant, avant d'y arriver, c'est quand même très dur. Oui. Alors, vous avez beaucoup de nostalgie à parler de la Kabylie. On rappelle quand même que le nord de l'Afrique, à l'origine, n'est pas arabe du tout. C'est une invasion qui va aller d'ailleurs jusqu'en France. On se rappelle de Charles Martel en 732. Et Charles Martel, c'est grâce aux Kabyles si Charles Martel n'a pas envahi l'Europe. Parce qu'il y a eu une scission entre tribus kabyles, tribus arabes. Vous voulez dire si les Arabes n'ont pas envahi l'Europe? Charles Martel les a arrêtés. Il les a arrêtés parce que les troupes kabyles sont restées. La fille du chef berbère à l'époque, il a épousé la fille du roi d'Aquitaine. Quand ils ont quitté les Pyrénées pour monter une scission, les Arabes sont montés tout seuls sans les troupes kabyles. Voilà. Donc c'est pour ça que Charles Martel les a battus. Alors, au début de votre livre, vous rappelez que les Kabyles, les Arabes et les chrétiens, finalement, vivaient en bonne intelligence. C'est une merveille, c'est une merveille. Voilà. Et donc, à un moment, ça a craqué, le vernis a craqué. Comment est-ce que vous interprétez ça, vous qui venez de cette région? Malheureusement, c'est l'histoire, c'est du fait de l'homme. Tout homme, il y a toujours tendance à vouloir être orgueilleux, être plus fort que l'autre. Et en fin de compte, on ne réalise pas que derrière lui, il peut faire du mal. Ils n'ont pas de réflexion. L'homme agit par instinct. Et c'est pas on dirait c'est un animal doué de parole. Un animal ne ferait pas pareil. Un vrai animal, il va chasser pour se nourrir. Mais l'homme, il chasse pour détruire. Et pour prendre le pouvoir. Pour prendre le pouvoir, uniquement pour ça. Il a toujours été. Alors, un mot quand même des femmes de votre vie. Alors, il y a votre maman, ça c'est clair, sans qu'elle a joué un rôle extrêmement important, qu'elle vous a éduqué. Et à un moment dans le livre, elle vous dit qu'en fait, on comprend bien qu'elle n'a pas été à l'école, elle n'a pas pu... Du tout. Mais elle vous dit, la culture kabyle, c'est finalement mon éducation. C'est une culture orale. Effectivement, parce que notre culture kabyle, on se rapproche de la culture indo-européenne, si vous voulez. Donc, on a une façon de fonctionner, sans dire du mal, parce que mes meilleurs amis, j'en ai pas mal d'amis parmi les Arabes, la façon de fonctionner dans la culture en général, sans médire, sans discréditer une ethnie à une autre. C'est dans notre culture, on ne peut pas nous l'enlever. Alors, vous expliquez, cohabitation. En même temps, votre maman, elle était voilée quand elle était dans le quartier. Elle était obligée. Et quand elle allait en Kabylie, elle enlevait son voile. Alors, juste effectivement, parce qu'on on voulait donner le change qu'on respectait le quartier arabe, les femmes se voilent comme les femmes arabes, y compris les femmes kabyles. C'est pour donner le change, pour ne pas gêner. Pour ne pas gêner uniquement. Alors, d'autres femmes de votre vie, il y a une petite fille dont vous tombez amoureux quand elle est toute petite. Oui. Et malheureusement, le jour où il va arriver les gros malheurs qui vous concernent sur le plan physiologique, eh ben, finalement, elle ne va pas rester avec vous. Et vous allez en souffrir. Oui, effectivement, ça va beaucoup. Et c'est là c'est ma sœur aînée, qui est d'ailleurs dans le dialogue, qui m'aide à m'en sortir. Voilà, vous avez beaucoup d'admiration pour cette sœur, malheureusement. Oh, ma sœur, c'était une vraie poétesse. Voilà, et pour une vraie poétesse, c'est maman qui me l'a dit. Elle m'a dit, c'est vrai, j'ai fait des recherches. Et maman, elle m'a dit que Jean Amrouche, le fameux poète, c'est un cousin germain à ton père. Ils sont tous les deux des Redali de Mora, en Kabylie. Et ma sœur était une poétesse géniale. Mais malheureusement, elle est morte en couche. Alors, voilà, ça c'est autre chose. Alors, vous êtes atteint de tuberculose, vous l'êtes soigné par une sœur. À l'hôpital de Constantine. Voilà, alors c'est une sœur plutôt sympa, plutôt gentille. Ça a duré 6 mois. Vous avez quelques petites faiblesses pour elle, à votre âge. Et puis elle vous dit, mais en fait, je suis marié avec le Christ. Oui, voilà. Parce que vous lui dites, quand je serai plus grand, je vais me marier avec toi. Oui. C'est incroyable, ça. Oui, effectivement. Et parce qu'elle dit, tu es mon fils. Elle dit, je m'en fiche, je ne comprenais pas. Je lui dis, vous avez combien de maris, ma sœur? Oui, effectivement. C'est la religion. C'est normal. Alors, j'avais 4-5 ans, donc je ne comprenais pas trop. Alors, on va terminer par la dernière femme de votre vie, si je puis dire. C'est cette institutrice. Elle est jolie, elle est sympa. Elle se balade avec des enfants. Ça se passe au Cirque Amar. Vous êtes à côté de la ménagerie et ça va faire un flash. Et c'est elle qui va finalement vous récupérer parce que votre père dit, de toute façon, c'est trop tard, tu ne pourras plus aller à l'école. Il dit, mais c'est n'importe quoi. Tu peux aller à l'école et vous allez à l'école. Moi, je voulais y aller. Je voulais vraiment y aller. J'ai fini par y aller. Et pour y aller, vu l'exemple de cette institutrice, et quand je suis présenté à l'école Arago, M. Chambon, directeur de l'époque, il m'a dit, non, je ne veux pas de vous.
comme je ne parlais pas le français, c'est un jeune instituteur, M. Remita, qui m'a servi d'interprète. Il m'a dit non, vous laissez les béquilles ici, vous rentrez chez vous. J'ai laissé les béquilles à l'école, je suis rentré le long des murs chez moi. Ouais, c'est ça. Et vous expliquez très bien ça. Oui, Et c'est oui. terrible parce que Oui, c'est presque un chemin de croix, si on peut effectivement. Oui, garder une image un peu religieuse, puisqu'on a parlé des sœurs tout à l'heure. oui. Alors, on termine par votre relation avec les loups. Alors, d'abord, on apprend, enfin, moi, personnellement, j'ai appris qu'il y avait des loups en Algérie. Je ne le Oh savais oui, pas. nous avons même eu des lions à l'époque. À Ah l'époque oui, de oui, mon ça, père, ça quand des il lions, a je quitté, savais, oui, hein. oui. Des Notamment loups à aussi, l'époque de oui. Carthagène, Oui, oui, voilà, oui. et d'animal, des lions, des éléphants, etc. Mais des loups, je ne savais pas. Alors donc, Des loups j'apprends en ça dans Kabylie, ce livre. ça pullule. Voilà, tout à fait. Oui, oui. Et il y a une relation un petit peu particulière. Alors, en préparant cette émission, j'évoquais avec vous Hélène Grimaud, qui est une grande pianiste, Ouais. qui dit que les relations entre l'homme et le loup sont parfois assez particulières. Et vous, vous l'avez expérimenté concrètement. Effectivement, parce que le loup respecte l'homme fort. Le loup, s'il voit quelqu'un de faible, il le tue. Il vit en meute. Dis-toi, il aime. Et d'ailleurs, vous verrez, j'explique une façon de rêve. Je suis en train de chevaucher un loup. Tout à fait. On se fait un rêve, c'est formidable. J'ai toujours été proche des loups. J'adore cet animal-là. Et vous expliquez que, à un moment d'ailleurs, il y a votre oncle, il voit un loup, il tire pour le faire Effectivement. partir, il ne le tue pas. Et il dit, mais j'ai regardé ce loup attentivement et j'ai l'impression qu'il te lançait un message et qu'il te Effectivement. protégeait d'une certaine Oui, façon. effectivement. C'est assez étonnant quand même. Oui, 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 effectivement. Bon, alors, c'est vrai qu'on pourrait évoquer Garcia Márquez dans le style d'écriture qui est le vôtre à travers cet ouvrage et d'autres écrivains. Je dis ça, c'est une référence pour ceux que la littérature intéresse Ouais. et qui peuvent avoir besoin d'une référence littéraire. Je rappelle, en conclusion de cet entretien, en vous remerciant encore d'y avoir participé, Mouloud Beïch, le titre de cet ouvrage, Mokrane Djinn Boiteux, un ouvrage très intéressant qui nous apprend beaucoup sur la vie en Algérie, en Kabylie, dans les années d'après-guerre, jusqu'au départ qui a été le vôtre 1962. en 1962. En plus, ça englobe tout. Et l'histoire est là. Mon histoire et celle des autres en même temps. Merci, Monsieur Je vous en Beïch. prie, monsieur Goulet, merci.